des maladies de système, on va vers un autre domaine, le domaine des maladies osseuses. Et on parlera des ostéopathies raréfiantes bénignes. Ostéopathie, c'est-à-dire des pathologies osseuses raréfiantes ou bien fragilisantes, et on parlera des pathologies osseuses fragilisantes bénignes, c'est-à-dire on va exclure les pathologies osseuses fragilisantes malignes comme les métastases osseuses et le myélome multiple. Dans ce cours, on va aborder les ostéoporoses, l'ostéomalacie carentielle et l'hyperparathyroïdie primitive. Vous allez voir pour quelles raisons on parle des ostéoporoses au pluriel. L'ostéoporose est une ostéopathie raréfiante ou bien fragilisante, bénigne, diffuse à l'ensemble du squelette, caractérisée par une diminution de la masse osseuse avec une altération de la microarchitecture de l'os, dont la conséquence est une fragilisation du tissu osseux telle que surviennent des fractures pour des traumatismes mineurs. À l'échelle mondiale, approximativement 34% des femmes, dont la plupart sont ménopausées, et 17% des hommes sont atteints de cette maladie. C'est-à-dire, c'est une maladie extrêmement fréquente. En Algérie, la prévalence de l'ostéoporose postménopausique est de 34%. Le remodelage osseux est fait d'un équilibre permanent entre la résorption osseuse assurée par les ostéoclastes et la formation osseuse assurée par les ostéoblastes. À la ménopause, on aura une carence œstrogénique. Cette carence œstrogénique va entraîner une augmentation de la résorption osseuse, ce qui entraîne une altération de cette balance entre résorption et formation, c'est-à-dire une altération de l'équilibre du remodelage osseux, d'où l'installation de cette fragilisation, de cette raréfaction osseuse. Le vieillissement a la même conséquence sur l'os, la même conséquence d'une baisse œstrogénique. Il y a plusieurs facteurs de risque de l'ostéoporose. Nous avons parlé du premier facteur, c'est-à-dire la baisse des œstrogènes, la ménopause précoce, celle qui survient avant 40 ans. L'hypogonadisme, soit chez la femme ou bien chez l'homme, l'hypoandrogénie chez l'homme, a la même conséquence sur l'os. Les antécédents familiaux d'ostéoporose, on cherche notamment des antécédents de fracture du col fémoral chez un des parents. La maigreur avec un indice de masse corporelle inférieur à 19. La sédentarité avec une activité physique inférieure à 30 minutes par jour. L'immobilisation prolongée supérieure à 6 mois également entraîne une augmentation de la résorption osseuse avec une fragilisation de l'os. Un apport insuffisant en calcium, notamment au cours de l'enfance, et l'intoxication alcoolo-tabagique. Pour la classification étiologique, et vous allez comprendre par la suite pour quelles raisons on parle des ostéoporoses, parce qu'on a ce qu'on appelle l'ostéoporose primitive,
L'ostéoporose primitive est divisée en ostéoporose post-ménopausique, et c'est le type 1, et l'ostéoporose sénile ou bien type 2. L'ostéoporose post-ménopausique affecte la femme. Elle touche 25% des femmes ménopausées, dont l'âge va de 50 à 70 ans. Elle touche l'os spongieux, se caractérise notamment par des fractures vertébrales et par la fracture de l'extrémité inférieure du radius. Et le mécanisme, bien sûr, c'est la carence œstrogénique. L'ostéoporose sénile, on la voit chez les deux sexes. Elle touche 50% de femmes et 15% d'hommes. Elle survient après 70 ans, donc elle est liée au vieillissement. Elle touche à la fois l'os cortical et spongieux et elle est responsable de fractures vertébrales, la fracture du col fémoral et les fractures du bassin. Le mécanisme, c'est la carence œstrogénique et le vieillissement. Donc, en dehors de l'ostéoporose postménopausique et de l'ostéoporose sénile, on distingue les ostéoporoses secondaires. L'ostéoporose secondaire, c'est secondaire soit à une corticothérapie prolongée, une prise au-delà de 7,5 mg par jour de prédnisone pour une durée plus de 3 mois, les maladies inflammatoires chroniques par le biais de l'inflammation chronique, la polyarthrite rhumatoïde, la spondyloarthrite, les entérocholopathies inflammatoires comme la maladie de Crohn par exemple. Toutes ces maladies donnent une fragilisation de l'os. L'hypercorticisme, le syndrome bien maladie du Cushing, c'est l'équivalent donc d'une corticothérapie, mais l'origine est endogène bien sûr. L'hyperthyroïdie, avec l'augmentation du catabolisme, va favoriser la résorption osseuse et donc elle fragilise l'os. Et on a déjà parlé de l'intoxication alcoolo-tabagique. Comment on fait le diagnostic de l'ostéoporose, sachant que l'ostéoporose est une maladie silencieuse sans aucune douleur avant la première fracture. Donc il faut la suspecter devant une diminution de la taille de plus de 3 cm, la diminution de la taille, l'apparition d'une kyphose dorsale. C'est le même mécanisme. Les fractures vertébrales vont donner une angulation du rachis avec une exagération de la kyphose dorsale. Également, on peut mettre en évidence des fractures vertébrales, dorsales ou lombaires, sur des radiographies demandées pour un autre motif. Et le quatrième mécanisme, ou bien la façon de faire le diagnostic, une fracture survenant tout simplement suite à un traumatisme mineur. On dit une chute inférieure ou égale à une chute à sa hauteur. C'est-à-dire ici, le traumatisme est vraiment minime. Normalement, il ne doit pas entraîner une fracture si l'os n'est pas fragile. Tous les os peuvent être le siège d'une fracture ostéoporotique, sauf le crâne, les doigts, les orteils, le rachis cervical et les premières vertèbres dorsales. À l'interrogatoire, il faut rechercher les facteurs de risque de l'ostéoporose. Nous avons déjà cité ces facteurs. La ménopause précoce, avant 40 ans, une notion d'hypogonadisme, la notion de sédentarité, la notion d'intoxication alcoolo-tabagique, les antécédents familiaux, notamment la fracture du col fémoral chez un des parents. Il faut analyser les circonstances de survenue d'une fracture, c'est-à-dire si le traumatisme n'est pas important, c'est-à-dire il ne va pas expliquer la survenue de cette fracture.
préciser les caractéristiques de la douleur, sachant que la douleur d'une fracture ostéoporotique est mécanique, rechercher la notion d'une altération de l'état général, une fièvre, un amaigrissement, une asthénie, et bien sûr l'ostéoporose ne donne pas une altération de l'état général, c'est-à-dire la présence d'une altération de l'état général avec une fracture par exemple vertébrale est plus en faveur de métastases osseuses ou bien d'un autre diagnostic, de toute façon une ostéopathie maligne. À l'examen, on doit vérifier s'il y a une diminution de la taille. Il faut toujours comparer la taille du malade avec sa taille à l'âge de 20 ans, si elle est disponible. Voir s'il y a une exagération de la kyphose dorsale. Rechercher une douleur à la pression des apophyses épineuses rachidiennes. Une douleur localisée peut être en rapport avec une fracture vertébrale. Rechercher une diminution de mobilité du rachis qui peut être également en rapport avec la présence de fractures vertébrales. Et rechercher les signes cliniques d'une ostéoporose secondaire. Par exemple, les signes d'une prise au long cours de corticoïdes ou bien d'un Cushing, le faciès lunaire, la présence d'une obésité, de vergetures pourpres, d'une hypertension artérielle, d'un diabète, etc., cortico-induit. Rechercher les signes d'une hyperthyroïdie, l'amaigrissement, l'exophthalmie, l'hypersudation, la présence d'une diarrhée également. Tout ça, c'est en faveur d'une hyperthyroïdie. De toute façon, il y a plusieurs maladies qui peuvent donner une ostéoporose secondaire et de toute façon, il ne faut pas retenir le diagnostic facile d'une ostéoporose primitive qui est un diagnostic d'élimination. Parce que devant la présence d'une fracture de fragilité osseuse, il faut toujours penser aux autres diagnostics avant de retenir à la fin le diagnostic d'une ostéoporose primitive. Une fracture vertébrale ostéoporotique se manifeste par une douleur rachidienne, mécanique, sans retentissement sur l'état général et sans fièvre. Mais elle peut passer inaperçue. Pour les examens complémentaires biologiques, il faut demander un hémogramme, une vitesse de sédimentation, un dosage de la CRP, une calcémie, une phosphatémie, un dosage de phosphatase alcaline, un taux de créa, une électrophorèse des protéines sériques et une calciurie des 24 heures. À savoir que tout l'examen biologique est normal au cours d'une ostéoporose primitive. Vous allez me dire pour quelle raison on demande tout ce bilan s'il est normal. Tout simplement afin d'écarter les autres diagnostics différentiels d'une ostéoporose primitive. Pour les radios standards, il faut demander une radio du rachis dorsal et lombaire, notamment de profil. On peut demander également une radio du bassin. Les autres localisations, c'est en fonction de l'orientation clinique. Bien sûr, une fracture périphérique ne passe pas inaperçue. L'ostéoporose se manifeste par une hypertransparence osseuse diffuse et homogène. Et on dit qu'une fracture vertébrale est d'aspect malin si elle siège au-dessous de la T4. Nous avons déjà dit que l'ostéoporose ne touche jamais le rachis cervical et les 3 premières vertèbres dorsales ou bien thoraciques. Si le mur postérieur est intègre, s'il n'y a pas une zone lithique sur le corps vertébral, et si le disque intervertébral est respecté. Sur les os des membres, on va voir qu'il y a que l'ostéoporose donne
un amincissement décortical. Ça, c'est un exemple de fracture vertébrale bénigne. Vous remarquez que le mur postérieur n'est pas touché, les disques sont respectés, il n'y a pas donc une zone floue sur la vertèbre, c'est-à-dire cette fracture répond à la définition d'une fracture vertébrale bénigne. Avant la première fracture, l'ostéoporose est une maladie silencieuse, d'où la création de ce qu'on appelle la mesure de la densité minérale osseuse, qui permet un diagnostic précoce de cette maladie avant le stade de fracture. L'ostéoporose est définie par un T-score entre la densité minérale osseuse du malade et la densité minérale osseuse des sujets, la moyenne plutôt de la densité minérale osseuse des sujets jeunes de même sexe. Les autres examens d'imagerie, comme le scanner, l'IRM, la scintigraphie osseuse, ne sont demandés qu'afin d'éliminer un diagnostic différentiel. Maintenant, quels sont les diagnostics différentiels? Ce sont toutes les ostéopathies fragilisantes, bénignes ou malignes. Les bénignes, les syndromes osteomalaciques, l'hyperparathyroïdie primitive, l'ostéodystrophie rénale. Les malignes, ce sont notamment les métastases osseuses et le myélome multiple. Le pronostic de l'ostéoporose, si le malade, quand il fait une première ostéoporotique, est exposé à faire d'autres fractures si on n'intervient pas. C'est pour ça on doit traiter les malades qui ont fait une première fracture ostéoporotique. Sinon, ils vont faire ce qu'on appelle une cascade fracturaire. Et bien sûr, un malade qui fait à 50 ans une fracture de l'extrémité inférieure du radius ou bien une fracture vertébrale, s'il n'est pas traité, il fera par la suite une fracture du col fémoral dont le pronostic est grave. Le traitement repose sur des mesures hygiéno-diététiques, encourager une activité physique régulière. Nous avons vu que parmi les facteurs de risque de l'ostéoporose, la sédentarité. Encourager une ration suffisante en calcium, mais toujours on encourage l'apport alimentaire et non médicamenteux en calcium. On peut donner bien sûr une supplémentation en calcium, mais après le calcul de la ration alimentaire journalière en calcium, parce que la ration n'est pas, c'est-à-dire comparable pour tous les malades. Il y a des malades qui ont des apports corrects et ils ne vont pas nécessiter forcément du calcium. Il faut donner de la vitamine D en fonction des apports. Plutôt, il faut donner de la vitamine D, mais avant de donner de la vitamine D, on doit faire un dosage et la supplémentation sera faite en fonction de ce dosage. Les traitements, maintenant on parle des traitements de fond de l'ostéoporose. On a plusieurs classes thérapeutiques données uniquement chez la femme, consacrées pour l'ostéoporose post-ménopausique, et il agit uniquement sur le rachis. Les bisphosphonates sont des inhibiteurs de la résorption osseuse. Ils agissent à la fois sur l'ostéoporose rachidienne et périphérique, et on le donne pour l'ostéoporose féminine et masculine. À savoir également qu'il y a plusieurs classes, plusieurs générations de bisphosphonates. On dispose de forme orale, c'est le risidronate et l'alendronate, et d'une forme injectable, l'acide
zoledroniques. Le denosumab inhibe la résorption osseuse. On le donne donc dans l'ostéoporose postménopausique et post-cortisonique chez les femmes et les hommes, mais généralement en deuxième intention après l'ibisophonate. Le tériparatide est le seul traitement anabolique, c'est-à-dire c'est le seul traitement qui stimule la formation osseuse dans cette liste, réservé pour l'ostéoporose sévère, définie par la présence d'au moins 2 fractures vertébrales, et on l'utilise donc pour les femmes et les hommes. On passe au deuxième chapitre de ce cours sur les ostéopathies fragilisantes bénignes et on parlera des syndromes ostéomalaciques et notamment de l'ostéomalacie carentielle. L'ostéomalacie est une ostéopathie rarifiante bénigne caractérisée par un défaut de minéralisation de la substance ostéoïde nouvellement formée, liée le plus souvent à une carence en vitamine D. On parle d'ostéomalacie chez l'adulte et du rachitisme chez l'enfant. C'est-à-dire le rachitisme est l'équivalent de l'ostéomalacie chez l'adulte. La trame osseuse est constituée d'une matrice protéique. Cette matrice protéique est faite de protéines collagéniques et non collagéniques, une substance fondamentale faite essentiellement de protéoglycanes, une substance minérale faite de cristaux d'hydroxyapatite qui représente 70% de poids de l'os. Il faut savoir que cette substance ostéoïde est formée essentiellement de protéines collagéniques et non collagéniques. Elle nécessite une minéralisation pour donner l'os dur, c'est-à-dire normal. Mais la minéralisation osseuse nécessite la présence de 4 ingrédients indispensables: le calcium, le phosphore, une enzyme osseuse qui est la phosphatase alcaline osseuse et le F25 dihydroxyvitamine D3. Si on n'a pas un de ces 4 éléments, on aura un défaut de minéralisation osseuse et par conséquent un os fragile. Un syndrome ostéomalacique se manifeste notamment par des douleurs osseuses. Ces douleurs sont mécaniques d'installation progressive et siégeant notamment au niveau du bassin, la région pulvique rurale. Un syndrome ostéomalacique, on parle d'ostéopathie rarifiante ou bien fragilisante, ça fragilise l'os, donc on peut voir des fractures, c'est comme l'ostéoporose, des fractures spontanées suite à des traumatismes mineurs qui touchent notamment les os du bassin, et les fractures sont plus fréquentes chez les adultes. Pour quelle raison? Parce que l'os chez l'adulte est dur, donc il a tendance à se fracturer. Par contre, chez l'enfant, l'os est mou, c'est pour ça qu'il a tendance à se déformer. Dans le rachitisme, on a plus de déformation par rapport aux fractures. Chez l'adulte, c'est le contraire. On a plus de fractures par rapport aux déformations. De toute façon, chez l'adulte, on peut voir des déformations, mais notamment dans des formes sévères et négligées. Les myopathies se manifestent par une faiblesse musculaire d'importance variable. Elle est due à l'hypophosphatémie secondaire au syndrome ostéomalacique, ce qui donne un déficit proximal des muscles fessiers et fléchisseurs de hanches
à l'origine d'une démarche dandinante en canard. Sur la radio standard, on va voir une hypertransparence osseuse, donnant l'aspect de cliché de mauvaise qualité. On va voir les déformations et les fractures également. Par exemple, sur le rachis, on peut voir des fractures vertébrales biconcaves. Sur le bassin, on va voir une déformation en cœur de carte à jouer. Pour quelle raison? Pour les fractures des branches iliopubiennes, ischiopubiennes. On peut voir des fissures de Loser-Milkman qui sont inconstantes, mais très caractéristiques du syndrome ostéomalacique, non pathognomoniques parce qu'on peut les voir dans d'autres maladies. Le siège, c'est toujours les os du bassin et l'extrémité supérieure également du fémur. Et bien sûr, on peut voir de véritables fractures, des fractures du bassin, des olons et du col fémoral, c'est-à-dire les zones portantes. Ça, c'est l'aspect d'un cliché de mauvaise qualité avec une fracture vertébrale au cours d'un syndrome ostéomalacique. Ça, c'est une fissure de Loser-Milkman. Donc, cette clarté perpendiculaire à l'axe de l'os. C'est une fracture incomplète, mais qui peut évoluer vers une fracture complète de la branche. Ça, également, c'est une fissure de Loser-Milkman sur la scapula, ou bien l'omoplate. Les signes biologiques sont constants au cours des ostéomalacies. On va voir une hypocalcémie, une hypocalciurie des 24 heures qui s'installe précocement, une hypophosphatémie, normalement constante, une hypovitaminose D. On parle des syndromes ostéomalasiques carentiels par carence en vitamine D. Elle donne une hyperparathyroïdie secondaire. Pour quelle raison? Parce que l'hypocalcémie stimule bien sûr la sécrétion de la parathormone par les glandes parathyroïdes, parce que la parathormone est une hormone hypercalcémiante. On va voir également une élévation des phosphatases alcalines. On parle un peu de la vitamine D. On sait que la vitamine D a deux origines. Une origine alimentaire, mais l'origine la plus importante, c'est la transformation d'un dérivé de cholestérol dans la présence de rayons ultraviolets, donc au niveau de la peau. Donc, cette vitamine D synthétisée passera d'abord par le foie, où on aura une première hydroxylation en position 25, puis par le rein, où on aura une deuxième hydroxylation en 1-alpha, ce qui donne le 1,25 déhydroxyvitamine D3, une véritable hormone qui a une action donc à plusieurs niveaux. On ne parlera pas de l'effet systémique de cette hormone, on parle uniquement de son effet sur l'intestin, où elle favorise l'absorption du calcium, et bien sûr, sur l'os, elle est indispensable pour une minéralisation correcte. L'étiologie des ostéomalacies est dominée, nous avons dit, par la carence en vitamine D. Donc, pour le mécanisme, on va revenir au schéma précédent. Si on a un manque d'exposition au soleil, sachant que la vitamine D est essentiellement d'origine cutanée, on peut avoir un syndrome ostéomalasique. Ce phénomène est appelé l'anélie. C'est l'absence d'exposition solaire. On peut avoir une malabsorption de la vitamine D, engendrée par plusieurs maladies, par exemple la maladie cœliaque, la maladie de Crohn, notamment en cas de résection intestinale. Également, on peut avoir une malabsorption
en raison d'une gastrectomie. Nous avons dit que la première hydroxylation se fait en position 25 et au niveau du foie. Donc une insuffisance hépatique peut donner une altération de cette hydroxylation et par la suite un syndrome ostéomalacique. Une insuffisance rénale chronique par un déficit en 1-alpha-hydroxylase rénale peut donner un syndrome ostéomalacique et on peut avoir une perte urinaire de la vitamine D au cours d'un syndrome néphrotique. Le traitement du syndrome ostéomalacique est simple. Il repose sur l'apport en vitamine D et du calcium. Mais bien sûr, il faut toujours traiter la maladie causale. Par exemple, si on a une maladie cœliaque, il faut donner donc un régime sans gluten pour stopper ce phénomène de malabsorption. On arrive à la fin de ce cours par l'hyperparathyroïdie primitive. L'hyperparathyroïdie est un désordre généralisé du métabolisme phosphocalcique et du métabolisme osseux, conséquence d'une production excessive et inappropriée de l'hormone parathyroïde, ayant pour conséquence une hypercalcémie. L'hyperparathyroïdie primitive est due, dans 90% des cas, à un adénome parathyroïdien. Dans 10% des cas, elle est due à une hyperplasie diffuse des glandes parathyroïdes. L'adénome peut être multiple dans 5% des cas et le cancer des parathyroïdes est très rare et représente moins d'1% des cas comme cause d'hyperpara primitive. L'élévation de la sécrétion de la parathormone a des conséquences sur l'os et sur le rein. Sur l'os, elle entraîne une hyper-ostéoclastose, c'est-à-dire une augmentation de l'activité des ostéoclastes, c'est-à-dire une augmentation de la résorption osseuse. Cette augmentation de la résorption osseuse, elle donne quoi? Elle donne une déminéralisation de l'os, c'est-à-dire une fragilisation de l'os. Cette fragilisation donnera des fractures et bien sûr cet os il sera dépourvu de son calcium, ce qui donne une hypercalcémie. Sur le rein, elle diminue la réabsorption rénale du phosphore et elle augmente la réabsorption du calcium. Pour le phosphore, on aura une hypophosphatémie et pour le calcium, une hypercalcémie. La clinique d'une hyperpara, qu'est-ce qu'on a? On a l'atteinte osseuse et les signes liés à l'hypercalcémie. Sur l'os, elle donne des douleurs osseuses, des fractures et des déformations. Les douleurs osseuses sont localisées comme les syndromes ostéomalaciques au niveau des zones portantes du squelette, notamment le bassin et le rachis. Les fractures sont fréquentes, c'est une ostéopathie fragilisante. Ils surviennent après un choc ou bien un traumatisme minime. Le siège, c'est surtout le rachis, le col fémoral et les côtes. Les déformations sont tardives, de mécanismes multiples. Ils vont siéger au niveau des doigts, du thorax, du bassin. Donc, la taille, elle sera diminuée à cause des fractures vertébrales et on peut avoir même des chutes des dents par résorption alvéolaire. L'hypercalcémie a
donne des manifestations systémiques à type d'asthénie, d'hypotonie musculaire, un syndrome dépressif qui peut aller vers des confusions, d'hallucinations. Sur le plan digestif, elle donne une anorexie, des nausées, des vomissements, des épigastralgies. Elle a même un retentissement sur l'hématopoïèse, elle donne une tachycardie, elle donne des lithiases rénales et elle peut aboutir même à une insuffisance rénale chronique. Si elle est méconnue, les malades peuvent même arriver au stade d'hémodialyse. Ça, c'est un exemple d'une résorption d'une houppe phalangienne au cours d'une hyperpara primitive chez une jeune patiente de 27 ans. La même patiente, désolée, nous avons raté une plaque. Les manifestations tout d'abord radiologiques de l'hyperpara. Bien sûr, c'est une ostéopathie rarifiante. Donc, elle donne une déminéralisation de l'os qui touche les mains, le crâne et le rachis. Pour les mains, elle donne une résorption des houppes phalangiennes. Sur le crâne, elle donne un aspect granuleux de crâne. Pour le rachis, elle donne une hypertransparence diffuse avec des fractures vertébrales. Elle donne des géodes osseuses qui vont prédominer au niveau des olents, des taches claires pseudokystiques. Elle peut donner également ce qu'on appelle des tumeurs osseuses, des tumeurs brunes, siégeant au niveau de la région métaphyso-diaphysaire des olents. Elle donne également des fractures osseuses et des déformations, toujours du rachis, du bassin et des membres. Pour le rachis, les fractures vertébrales sont à l'origine d'une syphose dorsale. Pour le bassin, elles donnent l'aspect de cœur de carte à jouer. Vous remarquez que c'est la même chose, c'est comme un syndrome ostéomalacique. La différence, comment on fait la part des choses entre une hyperpara et un syndrome ostéomalacique, c'est le bilan biologique. Bien sûr, sur les membres, elle donne une angulation des membres. Ça, c'est une résorption d'une houppe phalangienne, je vous ai dit, chez une malade. Ça, c'est une géode osseuse, toujours sur un osselant, toujours chez la même patiente. La pauvre, elle était victime d'une fracture du col après une chute de sa hauteur. Et les signes biologiques sont variables. Ils sont variables chez le même patient et d'une période à une autre, d'où l'intérêt de la répétition de l'examen biologique. Donc, l'hyperparathyroïdie primitive donne une hypercalcémie, une hypercalciurie qui est constante et précoce, une hypophosphatémie présente dans 2/3 des cas. Le contraste entre une hypercalcémie avec hypophosphatémie est très évocateur du diagnostic. Une élévation des phosphatases alcalines et une élévation de la parathormone. L'association de ce couple, calcémie élevée plus parathormone élevée, est évocateur du diagnostic d'une hyperparathyroïdie primitive. Le traitement de l'hyperpara primitive est chirurgical. Actuellement, le seul traitement, bien sûr, c'est l'ablation de l'adénome avec un taux de réussite supérieur à 95%. Je vous remercie pour votre attention.